Que dites-vous de Macron? Il fait toujours des allers-retours, non? Maintenant, il parle d'être intéressé à venir à la réunion des BRICS. Il a dit cela l'année dernière aussi. Il a également mentionné qu'il avait invité Poutine. J'ai vu un rapport chinois indiquant que le mois prochain, ils ont une célébration pour l'événement de Normandie, ce qui a clairement irrité la Grande-Bretagne et les États-Unis. Que se passe-t-il ici? Il semble vouloir être très indépendant et s'éloigner de la sphère anglo-saxonne. Mais ensuite, de temps en temps, il dit des choses menaçantes pour la Russie aussi. Alors, qu'en pensez-vous? Well, I think this is again the problem with Macron is that Eh bien, je pense que le problème avec Macron est qu'à un niveau fondamental, il perçoit le piège dans lequel se trouve la France. Elle est piégée à l'intérieur de ce système atlantique. Comme beaucoup de Français, il en ressent profondément le ressentiment. Il comprend que cela marginalise la France et que la France devient une puissance en déclin. Cette situation est finalement mauvaise pour l'économie de la France et pour son respect de soi. Les Français sont très fiers de leur pays et veulent que la France soit un acteur important dans les événements mondiaux. Je pense que Macron partage ces sentiments. Cependant, il est toujours piégé dans le système américain et manque de courage ou de volonté politique pour s'en libérer. Et je pense qu'il a peur. Je pense qu'il a peur des atlantistes autour de lui. Et bien sûr, compte tenu de ce dont nous parlions au début de ce programme, les assassinats et tout ça, il a probablement peur de ça aussi. Donc il oscille, comme beaucoup de gens qui savent intellectuellement que la voie qu'ils empruntent est mauvaise, il va parfois aux extrêmes. Il manque de force de caractère, de courage et d'intégrité fondamentale pour faire ce qui doit être fait. C'est pourquoi, malgré sa véritable intelligence, il est loin d'être un homme stupide. Il est devenu ce leader très excentrique et volatile que je pense de moins en moins de gens prennent au sérieux. Oui, d'accord. J'ai regardé votre conversation hier avec Robert Bond. C'était une discussion tellement intéressante. Je pense que vous avez manqué de temps pour répondre aux questions du public. Vous devriez l'inviter à nouveau juste pour répondre à ces questions. Quoi qu'il en soit, il y avait de nombreux cas dont vous avez parlé. Que se passe-t-il avec Julian Assange? Est-ce qu'il passe d'appel en appel? C'est bien ça? That's right. So he won an appeal. He won a right to appeal. C'est exact. Il a obtenu le droit de faire appel contre la décision du tribunal inférieur de l'extrader vers les États-Unis. Beaucoup de gens, moi y compris, doutaient que cela arriverait un jour, mais c'est arrivé lundi. La raison pour laquelle cela s'est produit, comme je l'ai expliqué, est que les juges britanniques ne voulaient pas l'extrader. Cependant, ils estimaient qu'ils n'avaient pas le choix en raison du spectre imminent de la Cour européenne des droits de l'homme. L'extrader vers les États-Unis aurait évidemment violé ses droits humains, en particulier son droit à la liberté d'expression et son droit contre la discrimination. C'est donc pour cela que cela s'est produit. C'est un événement significatif. La justice britannique ne voulait pas le faire, mais elle y a été contrainte car elle doit finalement appliquer la loi. Because ultimately, they have to administer the law, and had they gone against the law. Et s'ils avaient enfreint la loi en l'extradant simplement vers les États-Unis, cela aurait détruit leur propre crédibilité à laquelle ils tiennent, leur crédibilité internationale. Cela aurait ouvert toutes sortes de problèmes, surtout si la Cour européenne des droits de l'homme avait statué contre eux. Donc très à contre-cœur, les dents serrées, ils ont pris la décision qu'ils ont prise. Maintenant, cela ouvre de nombreuses possibilités. Même si les gens disent que c'est un motif d'appel étroit, c'est en fait un motif très important. En le plaidant, vous pourriez finir par aborder tous les points importants que les gens ont soulevés dans l'affaire Assange depuis le début, concernant les droits des journalistes, le droit à la liberté d'expression et des choses comme ça. The right of free speech
and things like that. Oui, mais en attendant, il est toujours en prison, non? Donc il n'est même pas condamné pour quoi que ce soit, mais ils l'ont emprisonné. Je trouve ça troublant. Donc, quel que soit l'appel, même s'il gagne, il n'est toujours pas libre sous caution ou quoi que ce soit. Cela ne fait-il pas partie du plan, juste essayer de le torturer de cette manière? It is absolutely outrageous. And by the way, I mean the United Nations. C'est absolument scandaleux. Les Nations Unies ont en fait déclaré que pour autant qu'elle soit concernée, il est torturé. Il a été soumis à un traitement physique extrême équivalent à de la torture et à une véritable torture psychologique. Ce qui s'est passé est inhumain. Il a été détenu dans une prison de haute sécurité, dans des conditions terribles, séparé de sa famille, de sa femme et de ses jeunes enfants. C'est absolument choquant. En tant que Britannique, j'en suis extrêmement honteux. Quand je vois des responsables britanniques se rendre dans divers pays du monde, comme la Chine, et leur faire la leçon sur les droits de l'homme, je pense aux prisonniers de Belmarsh. Je me suis dit, comment oses-tu? Je pense juste, vous savez, je dirais aussi ce point. Vous avez tout à fait raison. Il ne purge aucune peine pour une condamnation qu'il a commise en Grande-Bretagne. Il n'y a plus de véritable raison de le détenir. Il a obtenu l'autorisation de faire appel. Il devrait être libéré. C'est la chose légale, humaine et correcte à faire. Il n'aurait jamais dû être maintenu ainsi. Quoi qu'il en soit, nous verrons ce qu'ils feront cette fois. Je doute que les autorités britanniques le libèrent. Mais il est possible qu'une demande soit faite à la haute cour pour le libérer et elle pourrait être accordée. D'accord. Donc son avocat travaille là-dessus, je suppose. Eh bien, je l'espère. Je l'espère certainement. Je veux dire, je m'y attendrai. Vous voyez, Robert parlait de cette affaire Amos Miller que je trouve extraordinaire. C'est aussi très intéressant parce que, dans mon propre programme, je parlais à mon audience il y a quelques jours seulement des Amish. Je leur expliquais que les Amish et les Ménonites étaient persécutés et discriminés en Europe et sont venus aux États-Unis pour chercher refuge. Tout ce qu'ils demandent, c'est un terrain où ils peuvent cultiver leur propre nourriture, construire leur propre maison et être laissés tranquilles. Mais ils ne sont pas laissés tranquilles, n'est-ce pas? Non, non. Le pays de la liberté religieuse. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, était-ce Franklin Roosevelt? L'une de ces 4 libertés pour lesquelles l'Amérique se battait était le droit de pratiquer sa religion librement. Eh bien, apparemment, cela ne s'applique plus aux États-Unis. Si vous êtes Amish, alors absolument pas. Mais voilà, cela vous surprend-il? Cela ne me surprend pas. La tendance générale aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe est que les pays deviennent de plus en plus intolérants et oppressifs. Et bien sûr, ce n'est pas seulement qu'ils sont opprimés pour des raisons religieuses, bien que je doive dire qu'en partie, ils le sont. Je veux dire, le fait qu'ils vivent le style de vie qu'ils mènent et qu'ils aient les opinions qu'ils ont devient de plus en plus déplaisant pour de plus en plus de personnes au pouvoir aux États-Unis et en Europe. Leur style de vie est très contraire aux intérêts des entreprises, ce qui est finalement l'objet de cette affaire. Cela pourrait intéresser les Chinois de voir comment les intérêts des entreprises se sont alignés avec la bureaucratie d'État. Ils utilisent le système juridique pour opprimer quelqu'un, essayant de le détruire légalement en intentant affaire après affaire contre lui, en drainant ses ressources, en l'épuisant et en fin de compte en le brisant. Beaucoup de gens ne croient pas que cela se passe aux États-Unis, mais c'est le cas. Oui, j'ai aussi remarqué qu'ils n'essaient même pas de te condamner. Ils te drainent et t'épuisent. C'est leur façon de te punir.
Ils font de toi un exemple pour que les autres n'osent pas. Il y a un autre cas en Australie. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il y a 2 cas. L'un concerne un lanceur d'alerte, David McBride. Je pense que tu le connais probablement. Puis il y a le cas de Don Dugan. C'est un ancien pilote américain qui est maintenant accusé d'être un espion chinois. Il est devenu citoyen australien après avoir épousé une Australienne. Je veux dire, sérieusement. Yeah. Oui, je veux dire, la manie de l'espionnage, d'ailleurs, est hors de contrôle. Elle est hors de contrôle en Europe. Elle est hors de contrôle en Grande-Bretagne, comme vous le savez. C'est une situation terrible. Et comme je l'ai dit, cette utilisation du système juridique de cette manière, comme vous le dites correctement, est scandaleuse. This way, as you correctly say, it's outrageous. They're seizing assets like. Et ils saisissent des biens, ce qui est également surprenant pour moi dans le cas de Dan Dugan, parce qu'il engage des frais juridiques. Sa femme a une ferme et il la vendait. La veille de la vente, le gouvernement australien a saisi la ferme, affirmant qu'elle était le produit de son activité illégale. Donc ils ont juste saisi ses biens. Les mesures qu'ils prennent sont très étonnantes pour moi au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Je croyais autrefois que dans la sphère anglo-saxonne, le système juridique était bien respecté. Mais cela ne semble plus être le cas. En fin de compte, le système n'est aussi bon que les personnes qui le dirigent, n'est-ce pas? I'm afraid this is completely correct, and I have to say. J'ai bien peur que ce soit tout à fait correct. Je dois dire que, pour moi personnellement, ayant autrefois fait partie du système juridique en Grande-Bretagne, cela a été la chose la plus triste. Je croyais absolument au système juridique en Angleterre. Je croyais en la bonne foi des personnes qui le faisaient fonctionner. Je croyais en la bonne foi des juges. Cela a été un choc de voir le système juridique se comporter comme il le fait maintenant. J'ai eu de nombreux contacts avec des avocats américains, en particulier de New York. J'avais une très haute opinion d'eux. Certains d'entre eux étaient mes amis. Je repense avec plaisir aux jours où j'ai travaillé avec eux. Il m'est incompréhensible que ce système juridique, qui a été si important pour rendre la vie en Grande-Bretagne et aux États-Unis agréable, civilisée et bonne, soit détruit de cette manière. C'est une approche nihiliste du droit. Ce n'est plus ce du droit qui est pratiqué, c'est de l'antidroit. It's not law that's been practiced anymore, it's anti-law. Mais ne craignent-ils pas, je veux dire, les lois sont établies par les élites dirigeantes pour servir, je dirais, avant tout les intérêts des élites. Alors, n'ont-ils pas peur que lorsqu'ils corrompent le système juridique de cette manière, cela devienne fondamentalement dangereux pour eux, lorsqu'il y a un pays où plus personne ne croit en la loi? N'est-ce pas une situation dangereuse? You would have thought so. Vous auriez pu le penser parce que, bien sûr, vous avez absolument raison. Ils détruisent l'une des institutions clés qui les a mis dans la position où ils se trouvent. Mais ils semblent être aveugles à cela. Ils deviennent de plus en plus imprudents et dangereux. Comme nous l'avons discuté au début du programme, ils pourraient être impliqués dans des assassinats. En fait, je peux dire que s'ils sont prêts à détruire leur propre système juridique de la manière dont ils le font, alors il est plus plausible qu'ils soient prêts à s'engager dans des assassinats dans toutes sortes d'endroits. Donc vous avez absolument raison. Mais ils semblent aveugles à cela. Ils semblent s'être mis dans une situation où ils sont essentiellement hors de contrôle. Well, being basically out of control.